Merci, Maria-Lisa. Et bonsoir, Michel. Bonsoir. Puis bonsoir, cher public. Ce soir, on va aborder l'exposition, mais par un aspect qui n'est pas très explicite dans l'exposition, c'est-à-dire sa dimension autobiographique. Parce que la lecture qui est proposée du travail de Michel Campeau dans ces 12 dernières années, c'est celle de la photographie avant le numérique. C'est-à-dire que les textes, l'organisation de l'exposition, les zones, le parcours est fait pour montrer que son travail de ces différents projets récapitule l'héritage de la photographie argentique, et il le fait aussi en grande partie en faisant appel à la photographie amateur. Mais là, ce soir, je voudrais qu'on regarde avec lui quelque chose qui est plus en filigrane, c'est-à-dire, comme on l'a dit, l'aspect autobiographique. Alors, j'ai choisi une série de photographies à partir desquelles je vais poser des questions à Michel, je vais lui demander de développer cet aspect-là. On va se tutoyer parce qu'après un an de travail ensemble, ça serait difficile de se vous voyer, même si ça serait de mise. Alors, cette première photographie, qui est une photographie de 1984 et qui, en fait, ne fait pas partie du corpus des 12 dernières années de Michel. C'est un autoportrait à la table lumineuse. Et la particularité de cette photo, c'est on a décidé de l'inclure dans l'exposition à la toute fin. On était pratiquement rendu au montage lorsque Michel a décidé de mettre cette photographie, c'est une idée que tu as eue, de mettre cette photographie comme en exergue. Elle est au tout début de l'exposition. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix tardif, un peu intempestif de cette photographie? Oui, le micro. Ça s'imposait pour moi. Il y en aurait eu une autre qu'on va vous présenter plus tard aussi, qui n'est pas dans l'exposition, mais qui est dans le projet, dans mes projets actuels, qui est une photographie qui est antérieure même à l'autoportrait à la table lumineuse. Et l'autoportrait à la table lumineuse, je l'ai mis parce que je pense qu'il reflète absolument la manière que j'ai ou le soin que j'ai d'examiner la photographie ou de travailler. En fait, c'est ma table de montage. Je cherche à construire des séquences. Je cherche à sélectionner les images, construire les séquences, rassembler les images entre elles selon la lumière, selon les formes, selon les expressions des individus. J'essaie de construire une narration dans mes projets. Et celle du bas qu'on voit probablement très mal, que vous avez peut-être vu en haut dans l'exposition, c'est moi, enfant, à 3 ans, jouant sur la table de cuisine de chez mes parents. Et je joue avec des figurines, probablement des petits animaux de ferme. Et je me souviens aussi, je me souviens très bien du plaisir que j'ai eu de jouer avec les figurines, même dans mon lit, avec la végétation des carottes que la grand-mère arrachait pour faire cuire les carottes. Et moi, on plantait, on faisait des jungles, des forêts avec la végétation. Okay. Et ça m'a fait penser l'examen des photographies de mon travail, mais aussi l'examen de mes archives. En fait, j'ai rapidement dans ma vie artistique, au tout début, rassemblé, à l'instar des gens comme Louise de Grosbois, par exemple, et ses consoeurs, qui avaient publié l'album de famille des Québécois. J'ai aussi collectionné mes propres archives familiales, les négatifs, les photos, les albums, et je les ai intégrés dans mon travail, très peu, mais dans un projet peut-être plus particulièrement comme ce projet. J'ai utilisé les images de l'album de famille. Mais je me souviens aussi, il y avait 3 ou 4 sources d'images très jeunes, peut-être pas à 3 ans, mais 3 ou 4 sources d'images que j'examinais sûrement. Les photographies de famille, possiblement qu'il y avait comme un secret inconscient dans les photographies de famille où il y avait une fascination. Il y a toujours une fascination quand on regarde les photographies de famille de retrouver... Oui.
ceux et celles qui nous ont précédés. Il y avait aussi probablement les comic strips, les bandes dessinées de la presse du samedi, avec les Tarzans, entre autres. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et il y a évidemment toutes ces photographies religieuses, cette iconographie religieuse plutôt horrible de l'enfer, du ciel. Je me souviens de ça plus précisément, probablement aussi les cartes de hockey, un peu plus vieux. Mais une chose qui est particulière, c'est le fait que tu aies choisi choisi d'inclure cette photographie à la fin de l'exposition. Si je me rappelle bien, c'était comme une prise de conscience que à travers les projets, en faisant la synthèse de ces 12 dernières années, tu t'es rappelé que finalement, tu avais fait ça depuis très longtemps, ce travail à t'intéresser, à collectionner, à t'intéresser à la photographie. C'est pour ça que tu as Oui, rapporté mais honnêtement, cette photo-là. photographie faisait partie du corpus monographique ou de la maquette monographique de Donkey. Ah oui, d'accord. J'en étais quand même conscient oui. de l'importance de cette photo. Et quelqu'un m'a dit cette fin de semaine, justement, il a fait un lien entre une photographie de Rudolph Hess à la table de montage et cette photo. Ouais. Voilà. Il y a un autre autoportrait, qui est un autoportrait à la en charte grise, qui, elle fait bien partie de l'introduction parce qu'elle aborde vraiment l'identité par le biais de la matérialité. Hein? Alors, comment t'es venue l'idée de faire cette photo? J'explorais des matériaux. J'avais demandé à Gabor de m'offrir, j'avais vu chez Gabor les chartes de couleurs. Je lui ai demandé de me les prêter. Il me les a offerts, il me les a donnés. Je les ai surdimensionnés, numérisés, surdimensionnés et mis en relation avec le vêtement, tout en étant conscient que en publicité, en mode, c'est le genre de truc qu'on fait aussi, où on se sert des chartes grises pour des chartes de couleurs ou des chartes grises pour évaluer la qualité de la reproduction. Et aussi le costume, comme le costume de l'artiste. On a tous différents costumes dans nos vies selon le travail qu'on fait. Et c'était une période où je m'habillais peut-être plus souvent en gris. Ça m'a amusé. Il y a quelque chose de ludique dans mon travail. Il y a un lâcher-prise aussi. Je questionne pas trop. Je le fais, je le fabrique et puis je l'assume quelque part, un peu spontanément. Mais c'est toujours des autoportraits en photographe. Oui, mais en même temps, je suis étonné après coup de retrouver, je ne sais pas si on pourra le voir, peut-être pas, mais je pense pas nécessairement qu'on a mis l'accent, mais je suis toujours étonné après coup de retrouver des motifs dans mon travail. Oui. Quelque chose. J'ai toujours dit, on en parle souvent, j'ai tiré un fil depuis le tout début. J'ai pas seulement tiré un fil à partir des chambres noires. Je pense que j'ai tiré un fil depuis que je suis très jeune, même adolescent. Quand j'ai commencé à photographier, je photographiais mes amis qui photographiaient. J'ai comme... Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Pourquoi la photo, je ne sais pas non plus. C'est facile à dire, mais c'est comme ton fil d'Ariane. C'est bien. Oui, puis c'était une façon aussi spontanée de s'exprimer dans un médium relativement simple. Et aussi, je l'ai mentionné, c'était le médium de l'amitié. Il y a un lien entre la photographie et mes premières amitiés à l'adolescence ou au début de ma vie adulte. C'était lié à la dimension sociale d'être avec les autres et d'échanger et de découvrir le monde aussi. Oui, oui. Et de s'interroger soi. Mais en fait, c'était plus une carte de visite pour découvrir le monde et j'en ai fait une carte de visite à travers laquelle je pouvais m'interroger. Interroger ma propre existence. Oui. Oups. Ça ici, c'est un objet. En fait, c'est d'abord un objet de ta collection. C'est une enveloppe qui servait à expédier les photographies, comme on le faisait dans les années 60. Oui. Mais toi, tu as voulu en faire une œuvre. Tu as
agrandi, reproduit, tu l'as encadré, tu l'as mis comme ça sur la place publique, vraiment pour lui donner un statut tout autre que celui de la petite enveloppe photographique. Mais il y a aussi, je pense que c'est sans doute lié à l'importance autobiographique de cette, Totalement. de cette enveloppe. Mais c'est lié aussi à l'histoire de la photographie. Oui, aussi, c'est sûr. Mais c'est totalement là où les lié deux à l'histoire de histoires la photographie, se rencontrent. même l'histoire de la photographie montréalaise, dans la mesure où j'ai réalisé tout récemment que c'était une enveloppe de L.L. Lozo. On le voit, photo Superlight, il y a LLL, c'est donc une enveloppe ouais, c'est ça. Donc, c'est une enveloppe de L.L. Lozo et les pharmacies, par exemple, à travers Montréal, entre autres, certaines photographies à travers Montréal, il y avait un messager qui allait ramasser les enveloppes de photographie. Et cette enveloppe numéro 37, ou je ne sais pas pourquoi 37, 665, elle est adressée à Mademoiselle Georgette. Et elle vient de la pharmacie Sylvestre, qui était au 285 Beaubien, au coin d'Henri-Julien. Et c'était mon quartier, évidemment. Et G. Sylvestre, c'est mon père biologique. Et Mademoiselle Georgette, c'est ma mère. Oui. C'est pas très compliqué. Je veux dire, voilà. Donc, je pense cette photo, Mademoiselle Georgette et Monsieur Sylvestre, quelque chose comme ça. Non, c'est vrai c'est un hommage que je leur rends aussi. Ouais. Mais en même temps, c'est comme je disais, c'est aussi une petite histoire de la photo où on voit les films de l'époque, probablement fin des années 50, soit les années 60, Anscochrome, Ektachrome, Kodachrome, les films noirs et blancs. Ah oui, puis on a le prix et tout, les taxes. Ouais, et puis les formats aussi, rouleau, numéro, négatif, impression. Ouais. Et il y a une autre photographie qui est dans ta collection. Ça, c'est un petit tirage original. Ouais, absolument. Que tu as choisi parmi des centaines de photographies ou par un lot de photographies, comme ça. C'est ce que tu m'as raconté. Totalement. Et encore là, comme pour l'enveloppe, tu as choisi de lui donner de l'agrandir, de lui donner beaucoup d'importance. Alors, pourquoi avoir choisi cette photo de petite fille parmi tant d'autres? J'étais à Paris, au bal. Il y avait un bac de photos, un tout petit bac de photos, très bien présenté. Les photographies étaient non pas pêle-mêle, mais dans des enveloppes de plastique, très, très bien présentées. Il y avait cette photographie parmi une centaine de photographies qui étaient vendues par Emmanuel Fructus à Paris, de la boutique Un livre, une image, que je ne connaissais pas. Et j'ai été touché par cette photographie-là. Parce que j'y reconnaissais à la fois Philomène, ma fille, enfant. Je reconnaissais aussi Nicole, sa mère, sur une route de campagne, enfant. Et je pouvais même, à la limite, y reconnaître ma mère aussi, plus jeune, étant donné que j'avais aussi utilisé les albums de famille de ma mère, tout ça. Et j'ai acheté cette photo qui coûtait moins que rien. Et en fait, l'importance de cette photo, c'est que dans les années 2010, elle a relancé totalement. Elle est au fondement de mes actes de collectionneur. Mm-hmm. Après avoir acheté cette photo, quand je suis retourné à Paris, j'ai rencontré Emmanuel Fructus et j'ai commencé à acheter à sa boutique. Et j'ai fait des collections qu'on retrouve dans la maquette monographique qui n'a jamais été publiée, mais dans la série de Donkey, il y a certaines photographies qu'on retrouve qui ont été achetées à partir de ce moment-là. Donc, évidemment, celle-ci. Alors, elle a joué un rôle important. Ça, là, maintenant, avec cette image, on arrive à la série des Chambres noires, qui est une série extraordinaire, en fait, je trouve, et dont on a beaucoup parlé. On pourrait encore en parler. Pour moi, c'est une série qui porte sur ce que j'appelle la tâche aveugle de la photographie argentique, c'est-à-dire cet espace qui est essentiel, nécessaire, mais qu'on ne peut pas voir. Et quand on le voit, il est plus efficace. Quelque chose d'un paradoxe qui est fascinant, là. Puis, c'est aussi une série, comme tu me le disais, puis on le ressent, qui porte beaucoup sur la présence et l'absence. Et parce que tu me l'as dit, je sais que cette série-là est aussi liée à la disparition de ta mère.
Il y a effectivement beaucoup de choses, Hélène, dans cette série. Tu introduisais la série et ça m'a fait penser, j'allais dire, c'est une série de photographies qui, tard dans ma vie, tardivement, m'a mis au monde, dans un certain sens, qui a fait en sorte que j'ai eu une reconnaissance plus grande que le Québec. Parce qu'il y a eu un livre de publié de cette série de photographies, des premières chambres noires photographiées à Montréal, principalement à Montréal. Martin Parr a fait un livre avec Nazraeli Press aux États-Unis, des choses comme ça. Attends. Pourquoi lié avec ta mère, c'est ça? Parce que, ouais, puis en plus, là, ici, avec ma mère le titre « La vie est ailleurs », c'est tellement... Ça m'a plu. Bon, bref, cette photo, je l'ai faite dans un laboratoire à Montréal. Il y a eu un laborantin qui a travaillé peut-être pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui avait collé ce sticker et qui rêvait d'une vie ailleurs que dans sa chambre noire. C'est fou, mais c'était comme ça. Oui, c'est sûr. Et le projet des chambres noires, étonnamment, j'aime penser que le projet de la chambre noire est né l'année qui a suivi le décès de ma mère. Et quand ma mère est décédée, on a quitté la maison, elle a quitté la maison familiale et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et je n'ai jamais voulu photographier. J'avais accès à la maison familiale parce que le propriétaire la rénovait et qu'il y avait des meubles que j'allais apporter avec moi parce que j'allais déménager aussi. Donc, j'allais aussi abandonner ma propre chambre noire. Mais, donc, il y avait des meubles qui étaient toujours dans cette maison et on détruisait la maison de l'intérieur pour la rénover. C'était la maison de mon enfance. C'était ma mère. Et je n'ai jamais voulu photographier ni le corps de ma mère malade, ni la maison. Je ne voulais pas photographier, si on veut, la ruine ou la meurtrissure. Et étonnamment, le projet des chambres noires a suivi un projet que j'avais fait à Kamloops, en Colombie-Britannique, où j'ai été invité comme artiste en résidence et enseignant. Et j'avais photographié une zone, une friche industrielle. Et je m'interrogeais sur la suite de mes actes photographiques. Qu'est-ce que je pourrais faire avec l'univers post-industriel? Et d'ailleurs, je me souviens très bien, quand j'étais là-bas, dans l'Ouest, Burtonsky triomphait avec les photographies couleur. Et j'avais du film couleur et j'ai jamais voulu photographier en couleur. Je voulais absolument pas qu'on fasse un lien entre le travail industriel, post-industriel et Burtonsky, d'une part. Et donc, quand je suis revenu, dans l'année qui a suivi le décès de ma mère, je m'interrogeais sur qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'ai écrit un jour, un soir, photographier les chambres noires. Je l'ai écrit, je l'ai vu sous mes yeux naître. Hein? Photographier les chambres noires. Je ne suis pas allé plus loin. Je savais. Le lendemain, j'étais dans la chambre noire d'Alain Chagnon. Et voilà. Je veux dire, ça s'est passé aussi rapidement que ça. Je savais qu'il y avait un projet, que je savais qu'il y avait J'ai aucune idée de ce que j'allais trouver dans les chambres noires. Et on a parlé aussi de la question de la présence-absence. Étonnamment, j'ai pensé que ma mère m'avait soufflé ce projet. Ouais, c'est ça. C'était comme une symbolisation, si on veut, une métaphore de la ruine. Et au début, j'ai pensé que je photographiais la ruine d'un passage, passage de l'argentique au numérique. Je voyais très bien aussi cette fulgurance numérique. Et après, j'ai comme pris conscience peu à peu que les images sont habitées par la présence des individus qui ont collé des mots sur les agrandisseurs ou qui ont fabriqué des objets ou qui ont... Oui, qui ont vécu dans ces lieux-là, qui ont créé, qui ont réfléchi, qui ont... Totalement. Et puis, c'est comme si ces lieux-là
je t'ai vraiment permis de les photographier alors qu'ils étaient en train de mourir d'une certaine façon, les chambres noires. Ben, personne ne le savait, mais je m'en doutais bien, d'une part, parce que d'une part, et je savais que c'était irrévocable, d'une part, et je l'ai fait, j'ai eu à me positionner. Comment je le fais? On m'a dit, pourquoi tu photographies pas les gens dans leur chambre noire? Ben, je voulais photographier comme quelque chose de générique, Oui. le lieu, les outils, l'atmosphère des lieux. Et je l'ai fait, et j'ai dû me positionner aussi comment je le fais techniquement. Et comme je suis pas très habile techniquement, alors je l'ai fait avec un appareil que je pouvais contrôler, un appareil amateur, moyen de gamme, avec un flash électronique. Donc, j'ai fait comme un acte sacrilège, blasphématoire, d'entrer dans les chambres noires argentiques et de photographier au flash avec les pixels. Oui. Certains m'en ont voulu. Certains t'en ont voulu, oui, d'avoir. Oui, certains ont dit, les lieux sont incroyablement sales. Ah oui, c'est ça. Mais c'est aussi comme... c'est une façon aussi de ne pas sacraliser le lieu de la création, parce que ça, souvent, c'est quelque chose qui est fait, c'est une idée un peu romantique. C'est vrai. Mais là, de montrer le labeur, le travail, le bricolage, Le labeur et la vapeur. Et parce que c'est un lieu dans lequel il y a des vapeurs chimiques oui. et qui vont noircir tout. Oui, oui, c'est vrai. Bien des photographes ici doivent savoir de quoi on parle. Ça ici, cette photographie, qui n'est pas dans l'exposition, mais qui fait partie de ta collection. Ben, et de la collection du Gaston musée. Sylvestre et Mademoiselle Georgette. C'est ça. Et le petit cochon, c'est moi. C'est ça. Réincarné en petit cochon. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Monsieur Cuillerier, Oui. Jean-Paul Cuillerier, c'était le photographe attitré du restaurant Le Lutin qui bouffe. Et dans ce restaurant, il y avait un petit jeu qui consistait pour amuser les clients, à amener un petit cochon sur une desserte, puis à demander aux clients de le nourrir. Puis il y a toute une collection comme ça. Nous l'avons au Musée McCord, où des tas de gens célèbres et moins célèbres, des joueurs de hockey, des musiciens, des vedettes américaines, et qui se prêtent au jeu du petit cochon. Et puis, Michel, celle-là est trop belle. Comme j'ai vécu avec les archives de ma mère, j'ai longtemps vécu avec cette photo et au lutin qui bouffe, qu'on voit en filigrane imprimé dans l'image, c'était un titre de travail pour une maquette qui est quelque part. J'ai une maquette qui s'appelle Au lutin qui bouffe et cette photographie en fait partie. Et je me suis mis à soupçonner, pour faire une histoire brève, je me suis mis à soupçonner qu'il y a... En fait, avant que je soupçonne, j'ai toujours cru que c'était une photographie unique, qu'il n'y en avait pas deux, bêtement. Et un jour, j'en ai vu une deuxième, et là, j'ai compris qu'il y en avait une multitude. Et quand je me suis mis à en chercher, j'en ai trouvé des milliers ou des centaines, en fait, qui ne m'ont jamais appartenu. Ouais. Et le fils de Jean-Paul Cuillerier est venu vers moi et m'a proposé. Oui, M. Gilles, oui. Puis, là, c'est la petite histoire de mon travail, mais souvent, j'ai à examiner les archives de famille, puis ça m'arrive très souvent de trouver une des photographies. Je me dis, oh mon Dieu, ils sont allés au lutin qui bouffe, eux autres aussi. Tu sais, absolument. J'en parlais quand j'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai tout de suite questionné mon voisin, Louis Lucier, Robert Graham, et tous ces gens-là, leurs parents avaient été allés. Absolument. Ouais. Mais le hic, c'est que ces photographies-là sont pas dans une archive. Il y avait seulement Gilles Cuillerier, parce que son père avait photographié, et il avait gardé... Essentiellement, son père avait gardé celle où on retrouve Michel Louvain, Frank Havlich, Henri Richard, Ginette Le Tondal, des gens connus à l'époque, Jean Drapeau. Oui. Oui. Ça, ici, c'est une autre photographie qui n'est pas dans l'exposition et qui remonte à 1980. Excusez-moi, c'est mal. Monsieur Notman me hante. Mais
C'est 1980, mais c'est une photographie qui nous montre bien que ça fait près de 40 ans que tu fais la même chose. Bien, que tu t'intéresses au même sujet. Bon, premièrement, ça fait plus de 50 ans que je photographie. J'ai commencé à photographier en 1977. J'ai eu un appareil quand j'étais étudiant aux arts graphiques et que c'était l'Expo 67. Et donc, ça fait plus de 50 ans, d'une part. Et cette photo, je me souviens très, très bien. Je travaillais dans un hôpital comme préposé. Et à une époque de ma vie où j'avais besoin de travailler, je photographiais peu. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce soir-là, j'ai pris congé. Il y avait le Salon des sciences occultes au centre Paul Sauvé. Et je suis allé, j'ai exposé une bobine de film, et dont cette photo par ordinateur. Photo par ordinateur, oui. Ouais. Voilà. Rechercher. Mais bon, ça fait partie de ce que tu appelles mes truculences montréalaises qui viennent du projet Week-end au paradis terrestre. Du théâtre de la rue, oui. Théâtre, oui, c'est ça, exactement. Parce que quand j'étais abordée pour faire l'exposition au début, c'était cette série-là que j'avais en tête. Qui est dispersée dans différentes collections muséales. Il m'en reste aussi. J'ai surtout une archive informe, mais j'aimerais en faire éventuellement une publication, étonnamment. On va revenir. Oups, attendez. Je ne sais pas ce qui reste. J'ai d'autres choses, oui. Ça, c'est quelques compositions qui nous renvoient, parce que c'est vraiment un montage numérique que tu as fait de ta bibliothèque d'autodidacte. Et ça renvoie justement à tes influences, à ton univers de photographe. Oui, des choses que j'ai beaucoup aimées. Frank, Arno Maggs, Friedlander, que je peux lire là, facilement. Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, à la limite. C'est aussi l'importance du livre, du photobook. Oui, mais c'est le livre comme Time Frames, qui est Time Frames, c'est un livre aussi sur la photographie de famille. Et oui, moi, je suis un autodidacte. C'est pour ça que ces œuvres, il y en a deux, s'intitule Ma bibliothèque d'autodidacte. Et fondamentalement, j'ai beaucoup appris dès le départ par les lectures, mais aussi en regardant principalement la photographie, mais les photographies, les monographies, des choses qui m'ont vraiment... où on voyait vraiment un auteur. Je suis venu à la photographie après l'expérience de Disraeli. La notion d'auteur était fondamentale dans ma pensée. J'étais un auteur. J'étais quelqu'un qui contrôlait une vision. Sa vision et la structure de sa vision et le déploiement de sa vision. Puis publier, pour toi, c'est important aussi. Oui, d'ailleurs, on aurait pu en parler, mais quand j'ai fait Week-end au paradis terrestre, j'ai fait une maquette à l'époque qui a été présentée au salon. Au salon du livre, effectivement. Puis il y a eu... C'était ma première maquette. J'en ai pas fait... Bon, j'en ai fait beaucoup, mais peu importe. Mais en fait, ce que je voyais au moment où tu as changé la diapositive, c'était les étampes avec non seulement Week-end au paradis terrestre, on peut revenir en arrière. J'avais tellement le désir de faire des livres. Non seulement il y avait le titre général qui était fait avec des étampes et de l'encre sur la table de la cuisine chez ma mère à l'époque. Je m'en souviens très bien d'avoir fait ça. Donc ça, c'est une première maquette de livre. Non, il y a eu une maquette, mais pas avec les... ça, c'était les œuvres des 16-20, des œuvres d'exposition. Mais j'avais le besoin de mettre des mots ou une typographie, y compris dans un autre type de caractère, mettre un titre. Je l'ai fait intégralement. Et, il y avait derrière ça la volonté de faire des livres. Oui. Et puis... On va accélérer un peu. Ça ici, ça, c'est pas un montage, c'est une photo d'archives, mais c'est encore là un aspect de la photographie qui est peu présenté, mais qui est très, très important. Je veux dire, l'archivage des photographies. Dans le contexte du projet des chambres noires, j'ai voulu travailler aussi, ce que je disais toujours, je travaillais sur les chambres noires et les espaces adjacents dans l'environnement des chambres noires.
Et c'est les archives de Gabor. C'est une partie des archives de Gabor. C'est une partie des archives de Gabor. C'était là, je veux dire, c'était joliment ordonné Ouais. avec l'écriture de Gabor. C'est aussi une très belle trace de... Ben oui, c'est comme ça de qu'à Gabor. travers toutes ces photographies qui ont une portée très générale quand on parle des archives matérielles, mais qui a aussi ce détour très personnel vers les gens qui t'ont influencé, que tu as rencontrés, comme Gabor, Oui, totalement. d'avoir photographié ces archives. Oh, et Gabor est présent, Ouais. que ce soit, je sais pas, les shorts de couleur aussi qu'il m'a Ouais. offert. Ouais. Il a toujours été assez... C'était un modèle pour moi, je veux dire, pas que j'ai suivi à la trace non plus, hein, il m'a forcé de me définir pour moi-même, mais c'était un modèle de vie, c'était un modèle... Je pense que ça a été un modèle de vie à 20 ans, à 25 ans, de rencontrer Gabor. Oui. Ah oui, cette photographie qui est un agrandissement d'une red border diapositive. Ça, c'était comme un tournant dans cette photo-là est importante parce que c'est comme une charnière dans tes collections, dans ta façon, Oui, dans tes intérêts. j'aime penser que c'est la première red border que j'ai découverte ou qu'on a découverte pour moi parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est près de moi, qui cherche avec moi, qui m'accompagne dans cette recherche effrénée d'images. Et je ne sais plus trop exactement, mais bon, j'ai chez moi l'original de cette incroyable image. Parce que finalement, c'est une slide Oui. qui a une diapositive qui mesure 2 pouces par 2 pouces. Et puis, c'est une sorte de mise en abîme de cette femme qui regarde les diapositives. Une image qui me fait penser au salon de chez ma mère, d'une part. Le vêtement aussi, des vêtements que j'ai connus aussi. Je ne pensais pas nécessairement à ce vêtement, mais celui-là aussi. Le rapport au linge, à l'habillement. Ouais. Et c'était... En fait, il faut comprendre que les red borders, c'est caractéristique de comment Kodak montait les diapositives dans les années 50. Et donc, évidemment, ça a ouvert tout un pan de travail, particulièrement le travail autour de Robert Frank. Oui, c'est ça. Les photographies amateurs, à l'époque où Robert Frank avait fait ses 83 photographies de The Americans. C'est ça. C'est pas ça que je parle dans cette idée. Là, on va regarder 3 photographies qui sont des photographies d'amateurs. Encore là, des diapositives, des red borders, qui t'ont inspiré des projets différents. Ouais. Mais ce que j'aimerais, celle-ci, c'est une fête, là, et c'est dans la série Les Instants désirés, mais j'aimerais que tu me dises quel sentiment ça évoque chez toi. Pourquoi tu as choisi ça? Parce qu'on sait que... Facilement, la fête, la communauté, la sensualité, l'amour, le rire, le plaisir, l'amitié. Ouais. Et c'est une valeur fondamentale pour moi. Mais tu le disais au début, comment la photo, pour toi, était un moyen aussi de socialiser. Absolument. Et c'est une photographie aussi inouïe, je veux dire. Beaucoup de photographes voudraient faire des photographies. En fait, j'ai refait Week-end au paradis terrestre quelque part. Ah oui, c'est vrai, ça. Dans un certain sens, j'ai refait Week-end au paradis terrestre. À travers la photo des autres. Ce qu'il faut comprendre, puis c'est pas la première fois que vous l'entendez pour certains d'entre vous, mais très jeune, j'ai été un conservateur de musée. M'a interdit la couleur et de travailler avec la diapositive. Et il m'a dit, c'est pas sérieux, il faut travailler en noir et blanc, il faut rencontrer Gabor, il faut rencontrer Pierre Godard. Il y a au moins eu Oui, ça a été c'était pas mal. Le beau côté de son conseil. Comme conseil, c'était pas trop mal, mais là, en même temps, j'ai arrêté de travailler en couleur. Je l'ai pas regretté, je suis très content de tout ce que j'ai fait, mais c'est un peu ma revanche aussi. Exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est amusant parce que quand on parlait des photographies de famille... De fermer les cercles aussi. Oui, absolument, absolument. Je reviens étonnamment, j'ai sorti mes tables lumineuses, mes projecteurs. Celle-ci? C'est dans la série Frank. Oui. C'est vraiment une photographie, ce que j'appelle frankienne, une des photographies qui se rapproche de l'émotion que Frank captait chez les individus, cette distance, cette fragilité.
Je ne saurais pas précisément vous dire à quelle photographie elle fait référence là, exactement, parce que Frank nommait les photographies par, je sais pas moi, ça pouvait être Cafeteria, Montréal, mais bon, ça a une référence à une photographie très précise. Et encore là, c'est une photographie, le regard, la table, l'opulence, les couleurs. Mm-hmm. Et celle-ci, de la famille Etze, qui est une série extrêmement importante pour toi. Tu as voulu en faire un livre. Ben, j'ai eu la chance, Autobiographie involontaire. Ouais, j'ai fait ce livre avec vous, grâce à vous et avec les éditions locaux. J'ai qualifié de Rudolph Edz de photographe comme père de l'autobiographie familiale. En fait, je me suis totalement identifié à lui dans le processus. S'il n'y avait pas eu les images de Rudolph Edz au travail, se photographiant avec les appareils photographiques, se mettant en scène. En fait, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait la capacité incroyable de s'extraire du réel pour se mettre en scène. C'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que ça, c'est vraiment une mise en scène assez spectaculaire. Mais quand même, se photographier en chambre noire en train de lire un livre... oui, comme il y en a dans l'expo. Ou encore se photographier à une table de montage, ou demander à sa conjointe ou à son fils peut-être, ou à sa fille, ou mettre la caméra sur un trépied, utiliser la poire et se mettre en scène. C'était, pour moi, assez exceptionnel. S'il n'y avait pas eu ces images, j'aurais pas été... Je trouvais les images très, très belles, mais il y avait cette dimension du photographe qui photographie sa propre famille. Les archives de sa famille. Qui fait l'histoire de sa famille. Ma famille, mes origines, ma propre famille, mes enfants. Puis le côté idéal aussi, sur lequel tu as joué. Parce qu'il y a quelque chose de parfait dans l'histoire de Rudolph. Totalement. En tout cas, l'histoire qu'on voit, celle qu'on voit. Oui, absolument. C'est presque... C'est presque inimaginable. Puis ici, c'est une des seules photos où on voit vraiment qu'il a le déclencheur souple. On voit le fil de la prise de vue. Et je m'amène à continuer sur l'histoire de Rudolph en parlant de cette photographie qui a été prise samedi dernier, alors que Michel on a eu l'occasion de rencontrer la petite Frances, qui est la fille de Rudolph, qui est venue constater le travail que tu avais fait à partir des archives de son père. Alors, je te laisse... Puis, avec beaucoup d'émotion, c'est très clair. Je veux dire, elle me bénit d'avoir fait ce livre, parce qu'il faut comprendre que Rudolph Edz est décédé il y a plus de 25 ans, et ça, c'est assez incroyable. Il est décédé il y a 25 ans, sa femme, Ilse-Dore, est demeurée dans la maison. Elle a gardé au sous-sol la chambre noire. Elle a gardé dans les placards les diapositives, les négatifs. C'était un photographe amateur. Je peux pas... Il faut voir à partir du livre ou de l'exposition. Ce qu'il privilégiait probablement dans son travail amateur, c'est le travail qu'il pouvait produire en chambre noire. Ces grands tirages qu'on voit qui parcourent la maison, qui ornent la maison, les murs de la maison. Il y en a partout. Et d'ailleurs, sa famille, à la mort de leur mère, ils ont gardé ces photographies. Oui, c'est celles qu'ils ont gardées. Ouais. Puis ils ont donné un peu à un vendeur. Ils ont l'ensemble des archives, des photos. Dans une vente successorale, toutes les archives du père. Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il fallait quelqu'un qui puisse orchestrer ce travail. Et c'est moi. C'est formidable, mais c'est moi. Il y a une chose aussi qu'elle nous a rappelé, Frances, et ça serait intéressant de voir ça, c'est que Rudolph faisait beaucoup de films aussi. Il y a beaucoup de 16 mm. Et qu'il s'amusait beaucoup à faire des montages. Il jouait beaucoup, il faisait parler deux personnes, en tout cas, toutes sortes de choses incongrues, mais qu'il faisait au montage. Et elle allait garder le souvenir de ces films-là que faisait son père. Alors, c'était vraiment... Absolument. Puis, comme ils n'avaient pas la télé, elle raconte qu'ils n'avaient pas la télé, bien, il les invitait le soir à descendre au sous-sol à regarder les photographies, les shows de diapos.
C'est ça, ouais, ouais. Ah, il a photographié, il était extrêmement rigoureux. Il excellait Oui. à éclairer les scènes, à composer aussi. C'est vraiment un travail assez exceptionnel de mon point de vue, de bonnes images, très peu, sur un ensemble de milliers de négatifs ou de diapositives. On arrive à faire quelque chose de bon, de rigoureux en 70 images. Ce que je retiens aussi de cette conversation avec Frances, qui s'appelait Francesca Ouais. en Allemagne, et le père a voulu absolument américaniser les noms. De la même façon que, pour faire une petite parenthèse, lorsqu'il quand lui allait en Allemagne, il refusait de parler allemand avec Ouais. les Allemands en général dans les restaurants, mais il parlait allemand avec ses parents, avec sa famille, parce qu'il a détesté cette période de sa vie où il a travaillé finalement pour Sans doute. l'État allemand, l'État Parce qu'il a quitté nazi. l'Allemagne en 1945. C'était un scientifique qui travaillait dans les combustibles pour les fusées, les avions. Alors forcément, il faisait du travail pour le gouvernement, pour le Reich. Et ben, je me souviens aussi que sa fille a dit que on l'avait proposé d'aller en Grande-Bretagne, Ouais. et lui, c'est vraiment Il voulait venir en Amérique. en Amérique qu'il voulait venir. Voilà. Et il l'a eu grâce à un scientifique allemand qui l'a emmené avec lui, quelqu'un de très connu. Là, Werner von Braun. Ouais. Il est venu avec le Werner père von Braun de la fusée Saturne. Alors, on va terminer par cette photographie que c'est toi qui as voulu bah oui, voulu terminer avec ce portrait, encore une fois. Quelque chose, c'est un portrait de Gabor, encore, fait à d'Israéli, avec, à l'époque où avec Claire et Roger et Cédric, Maryse, Alain, nous avons passé 4 mois dans la campagne de d'Israéli, et on a photographié les gens. Et c'était une expérience très importante aussi pour moi à ce moment-là. C'était le début de la subjectivité aussi, du mouvement dans l'image, de l'intuition. C'était ma façon de travailler, je me souviens bien. Et donc, avec cette photo, j'ai écrit ce texte dans ce portrait de moi que Gabor a réalisé en 1972 à d'Israéli. Je me surprends que plus rien de l'univers que j'avais alors recréé dans ma chambre ne subsiste. Je suis particulièrement surpris de l'ampleur de la présence des artefacts religieux, et je regrette la disparition de mes toutes premières photographies. Je suis interloqué par l'implacable passage du temps, et je m'étonne d'être alors plus jeune que mon fils ou ma fille, ou même ma fille aujourd'hui. D'ailleurs, le corps que je trimballe aujourd'hui, dans vos yeux, a toujours faussement 24 ans. Voilà. Ben, merci beaucoup, Michel.